Hello les amis, bonjour. Je reviens ici pour vous dire que les témoignages sur les observations d'OVNI, ça va pas mal, ça va pas mal. Alors quelques petites questions que vous me posez. Est-ce que je dois montrer des documents? Est-ce que je dois montrer des vidéos? J'en ai pas pour certains. Non. Vous racontez, vous prenez en vidéo et vous me racontez ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Avec ou sans document. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Après, il y a aussi des personnes qui m'ont envoyé des documents et qui n'ont pas montré leur tête, mais ils ont juste envoyé un témoignage en MP3. Vous pouvez aussi faire ça si vous n'avez pas envie de me faire juste un MP3. Je mettrai quelques photos pour animer. Ensuite, il y a des personnes qui ont des témoignages un petit peu forts, qui ne veulent pas témoigner. Je verrai sans citer leur nom. De toute façon, c'est des pseudos qui m'écrivent de raconter leur témoignage à leur place. Je verrai, voilà, envoyez-moi par 8 transferts, je vous remets dans le descriptif de la chaîne les liens. Et puis, je me suis dit que la France dispose d'enquêteurs de terrain hors pair, absolument inconnus du grand public. Eux-mêmes, du reste, ne se considèrent pas, tout comme moi, ufologues, mais des chercheurs de vérité. Ils ont enquêté sur le terrain, ce que je ne fais pas car je n'ai pas le temps de le faire, sont allés au contact des témoins des lieux et ont récolté une quantité incroyable d'informations. Je connais grâce à eux beaucoup de choses totalement inimaginables. Ce sont les seuls, à mon avis, disposant d'éléments capables d'intéresser un public de scientifiques, car ils ont des données que très peu ont. Mais je me suis aperçu au fil des années qui passent qu'ils étaient mis un peu sur la touche par le milieu ufologique. Voire même pire, que certains, se disant ufologues, se permettaient de leur spolier sans vergogne et s'attribuer des recherches que eux ont réalisées. Alors j'ai décidé d'ouvrir mon antenne à ces enquêteurs de terrain. Je ne peux que vous garantir que vous serez ébahis par ce qu'ils ont à vous raconter. Comme ils ont beaucoup à dire et que l'on vit dans un monde où tout doit aller très vite, on fera des vidéos courtes pour ne pas vous ennuyer, mais aussi pour ménager ces enquêteurs qui, comme vous pouvez vous en douter, s'ils ont pu amasser beaucoup de témoignages, n'ont plus 20 ans. J'ouvre donc les chroniques des chercheurs de vérité. Et c'est Gérard Desforges, un de ces chercheurs dont le sérieux a été reconnu par beaucoup de ses contacts, y compris par des scientifiques, qui va inaugurer cette nouvelle chronique. Ces enquêteurs de terrain ne se sont pas contentés d'enquêter. Ils ont été aussi, dans la grande majorité des cas, une bouée de secours pour les témoins qui, pour la plupart, ne comprenaient pas ce qu'ils avaient vécu ou vu. S'ils n'avaient pas été là, sans doute que certains auraient sombré dans la folie. En effet, on touche là un phénomène qui est inconnu pour l'immense majorité des humains, et qui non seulement n'est pas anodin, mais ces phénomènes ont la capacité de bouleverser la vie des témoins au-delà de l'imaginable. C'est un besoin vital alors de trouver à qui se confier en étant certain de ne pas être pris pour un fou. Combien de frustrations ai-je entendu, lu de ces témoins s'étant confiés à des gendarmes, aux GEPAN, à des cercles soi-disant ufologiques, et qui ont été soit moqués, soit, pire, ignorés. Il y a aussi de nos jours des prédateurs qui rôdent à l'affût d'une belle histoire à raconter sur leur chaîne YouTube pour glorifier leur ego. Rien de tout cela dans ces chercheurs de vérité, ces enquêteurs de terrain, qui ont non seulement su nouer des relations de confiance avec les témoins, mais qui sont restés en contact, toujours prêts
à les écouter, à leur donner un coup de main, et tout cela dans la plus grande des discrétions. J'ai eu envie de leur rendre hommage à ma façon, en leur laissant libre antenne. Je vous laisse donc, pour commencer, avec Gérard Desforges, qui va se présenter à vous pour ce premier numéro. À bientôt, bye. Bonjour. Silvano Trotta m'a proposé fort gentiment d'animer quelques séquences à partir de son site web et sur le sujet des ovnis. Nous avons examiné les angles d'attaque de ce genre de chronique et nous vous proposons donc plusieurs émissions d'une longueur raisonnable, environ une demi-heure, une petite demi-heure, sur des thèmes bien ciblés et la plupart du temps fondés sur mes propres investigations. Puisque ma réalisation finale se nomme OVNI soit qui mal y pense, je voudrais commencer par éclaircir ce qui se cache derrière ce clin d'œil linguistique. En effet, cet intitulé, ce n'est pas seulement pour faire sourire. Cela correspond à une conviction que je trimballe depuis fort longtemps, à savoir que ceux qui se gaussent ou dénient les recherches sur cette question, ce sont des personnes accros à un verbe très commun. Une horreur pour moi. Hélas pour ceux qui l'emploient, ce verbe à tort et à travers. Ce verbe, franchement, je souhaite qu'un jour, il soit sorti du dictionnaire, de tous les dictionnaires de notre belle langue française. C'est comme un poison qui entre souvent très tôt dans l'esprit d'un enfant, par le fait d'une éducation étriquée, reproduite de génération en génération, et qui est soi-disant porteuse de toutes les vérités du monde. Il s'agit du verbe croire, une croyance, une croyance. Cela imprègne souvent l'esprit pour toute la vie. C'est comme si on avait souscrit une police d'assurance permettant de répondre automatiquement à des questions auxquelles on n'obtiendrait pas de réponse autrement. L'autruche, dit-on, se cache la tête dans le sable pour ne pas s'inquiéter de tout ce qui peut l'environner. Le fait de croire pour un être humain rend le même service. Si quelqu'un semble intéressé par le sujet, sa question fuse inexorablement. Mais vous y croyez aux ovnis? Cette question me stupéfie toujours. Elle montre l'étroitesse d'esprit de ceux qui s'expriment ainsi. C'est comme ressentir la peur du vide. Si jamais il m'arrivait de répondre par l'affirmative, or je ne commets pas cette erreur, qui aurait comme conséquence immédiate, si on réfléchit correctement à la chose, de fermer la discussion. Ce qui est en fait le souhait caché de l'interlocuteur. Mais je réponds simplement que je ne connais pas ce verbe croire. Par contre, dans mon activité comme chercheur de vérité, certains m'appellent ufologue, mais non, c'est un peu trop proche de fou, ufologue. Il y a des gens qui font vite la jonction. Non. Par
Par contre, c'est vrai, je fais partie, ils sont nombreux maintenant, heureusement, je suis très loin d'être l'exception, heureusement. Je fais partie, c'est vrai, des chercheurs de vérité. J'ai été mis en présence d'indices qui crédibilisent l'idée que la question des ovnis, c'est très loin d'être une blague. Et là, en général, l'interlocuteur questionneur manifeste un certain embarras. Prétexte des courses urgentes, des courses urgentes à faire ou bien une autre activité qui le presse et clôt ainsi le débat d'une manière polie mais bien explicite. Donc, pour commencer, si vous m'écoutez encore, c'est que vous faites partie de celles et de ceux qui ont dépassé ce stade de la croyance au moment présent ou depuis plus longtemps. C'est-à-dire que vous avez l'esprit ouvert pour entendre des informations qui interpelleront peut-être d'anciennes certitudes. Mais vous êtes prêts à remettre en question ce bagage que nous trimballons tous, absolument tous, tout le monde. Je suis comme tout le monde. Ce bagage, ceux qui l'ont inculqué au niveau supérieur ont un intérêt majeur à ce que la masse de l'humanité continue à dormir tout en pensant se sentir éveillé. Si ce que je viens de vous dire vous intéresse, et j'espère vous faire un peu sourire, car il n'y aura en fait jamais une once de méchanceté dans mon propos, en tant que chercheur de vérité, j'astreins ma vie consciente à aider à la compréhension de tout ce qui fait notre environnement, notre place sur cette planète et au sein de notre univers. Évidemment, cette activité, je la pratique déjà pour moi-même, pour mon besoin de comprendre, pour cette nécessité que j'ai de comprendre le plus possible les choses que je vis et qui existent autour de moi. Et si je peux partager cela avec autrui, c'est du bonus. Vous savez, dans quelques mois, j'aurai 80 ans. C'est pour vous dire que ce n'est pas maintenant que je vais changer de discours, non pas parce que mon esprit est figé, pas du tout, mais je ne vais pas changer de discours à la suite des témoignages que j'ai pu enregistrer et sur lesquels se fondent mes réflexions, les observations que j'ai pu réaliser, les événements dont j'ai pu prendre connaissance. Cette synthèse est particulière, et bien que je ne sois pas un scientifique, ma démarche rejoint certainement ce qui se découvre en ce moment dans la recherche fondamentale contemporaine. C'est une surprise, y compris pour moi-même. Et je suis devant ces faits comme un enfant dont l'esprit est en éveil perpétuel devant des conjonctions de réalité qui sont véritablement extraordinaires. Il faut dire que mon esprit ouvert à tous les vents, cet esprit a été aidé par des parents qui m'ont inculqué l'amour de la liberté de penser. Ils ne m'ont jamais rien imposé lorsque j'étais un petit garçon, et pourtant, ils étaient dans un environnement qui n'était pas du tout commode pour une telle orientation dans l'éducation de leurs enfants.
Évidemment, ce n'était pas très confortable pour moi, parce que je me posais toutes les questions du monde. D'autant qu'étant né en 1940, et vu les circonstances de vie donc de mes parents, pendant les 5 premières années de ma vie, que vous le croyez ou non, j'ai vécu avec des parents complètement silencieux par rapport à moi. Je ne m'étendrai pas sur cette information absolument authentique, que j'explique donc dans une bio sommaire, mais explicite pour ma descendance. Mais imaginez cela dans le monde occidental d'aujourd'hui. Moi qui a été enseignant, imaginez le chemin parcouru. Alors il y a quand même une question que l'on peut me poser et qui est légitime. Mais d'où vient cette idée de collecter tant d'informations sur le sujet des ovnis? Qu'est-ce qui a généré cela? Ça, c'est une vraie bonne question à laquelle je vais répondre. Quand je me suis rendu compte du lot d'informations dont je disposais, j'ai eu envie de concrétiser cela dans une publication en format numérique, en PDF, une publication qui finalement s'est révélée importante puisqu'elle contient 426 pages. Cette compilation ne comprend que les dossiers que j'ai sélectionnés dans ce que j'ai pu collecter, plus quelques dossiers de 2 très chers amis, comme moi chercheurs de vérité, Georges Metz et Jean-Claude Venturini. Et je me suis aperçu que j'ai oublié quelques dossiers qui auraient mérité leur place dans cette compilation. Parce qu'ils contiennent des ingrédients qui ont mobilisé ma réflexion depuis longtemps, jusqu'à ce que se précise la synthèse que j'ai pu élaborer à ce jour. Peut-être aurais-je la possibilité de présenter au moins un de ces dossiers inédits et qui vaut la peine d'être communiqué, parce qu'il sous-entend en conformité avec mes analyses actuelles. Alors revenons à la réponse que j'ai apportée à cette question du pourquoi je me suis intéressé à tout cela. Pendant la guerre, je demeurais dans le village de Génicourt, actuellement situé dans le Val d'Oise, et à cette époque-là, c'était l'ancienne Seine-et-Oise. Et à proximité de l'aérodrome de Pontoise, si à Cormeilles-en-Vexin. L'armée allemande avait investi cet aérodrome et l'avait camouflé. Ce camouflage était habile et pendant longtemps, l'aviation alliée, qui pilonnait la région, n'arriva pas immédiatement à neutraliser cette base aérienne. Les raids et combats aériens étaient nombreux et spectaculaires au-dessus du village. À 4 ans, au bruit des moteurs d'avion, je reconnaissais leur identité. Je savais que là, c'était un Junker. Là, c'était un Goéland. Là, c'était un Dakota. Ah, ça, c'était un Spitfire. Etc. Et donc, j'avais cette capacité, et j'étais ébahi perpétuellement par ces combats aériens dont je ne réalisais pas très bien la dangerosité, tant que mes parents ne me précipitaient pas dans l'abri souterrain qui avait été creusé à proximité de l'école et de notre logement et qui pouvait abriter de nombreuses personnes du village. À la sortie de la guerre, restaient stationnés dans cet aérodrome quelques Dakota et des C-3, et aussi les premiers avions en réaction anglais qui stationnaient régulièrement donc à l'aérodrome et qui effectuaient des vols spectaculaires, des Gloster Meteor. Plus tard, après la guerre étant finie, les simulateurs
pour la formation des pilotes n'existait pas encore, j'ai pu assister de très près au ballet des super constellations qui effectuaient des vols d'essai pour parfaire la formation des futurs pilotes de ligne. Alors c'était très intéressant parce que l'aérodrome de Pontoise, Serge de Pontoise, a dès cette époque été équipé de l'IFR, de cette norme, ces installations qui permettent le vol sans visibilité. Donc je me mettais un peu plus tard face à la piste d'envol, et oui, et je regardais le départ de le décollage de ces super constellations, évidemment avec un bandeau noir sur le cockpit, un moteur arrêté sur les 4, et si possible par vent de travers assez violent, ce qui est surtout très intéressant à l'atterrissage de ces avions. Tout s'est toujours bien passé et je pense que les pilotes ont facilement eu la validation de leur diplôme à partir de ces exercices incroyablement difficiles qui sont maintenant tous réalisés sur des systèmes automatisés au sol, des simulateurs. Voilà. Cet aérodrome est propriété de l'aéroport de Paris. Donc, comme je le disais, il a été le premier aérodrome de province équipé de l'IFR, le système de vol sans visibilité. De plus, j'étais naturellement enclin à regarder toujours le spectacle du ciel, des nuages. J'étais même devenu très tôt un as de la prévision météo, ce qui m'a beaucoup servi plus tard pour l'organisation de sorties scolaires. À ce propos, déjà, à l'âge de 15 ans, alors que j'étais dans une classe spéciale de préparation au concours d'entrée à l'école normale de Versailles, pour ma formation d'instit, mes camarades de classe ne m'appelaient pas par mon prénom, Gérard. Ils m'avaient affublé du surnom de Spoutnik, c'est tout dire. Donc j'avais toujours le nez vers le ciel, la tête en l'air, à beaucoup de points de vue par ailleurs. Et c'est ainsi que, vers l'âge de 14 ans, alors que, en compagnie de camarades, nous nous promenions à bicyclette, de la façon où le chanta avec beaucoup de justesse Yves Montand, je proposais à mes camarades de regarder ce balai de lumières insolites en plein jour, très bas dans le ciel, et qui parcourait l'horizon à toute vitesse. Il me semble en avoir compté entre 5 et 7, des disques lumineux extraordinaires. Je voulais absolument comprendre de quoi il s'agissait. Bien entendu, je n'eus jamais de réponse. Mais cette question était liée au profond intérêt que je manifestais très tôt pour l'astronomie. Ce n'étaient pas des mangas ou des BD dont je me suis nourri dans mon adolescence, mais des livres de Jules Verne et de l'astronome Fred Hoyle. Et je me souviens de ces théories particulières qui ont été élaborées avec l'aide d'un grand mathématicien d'origine indienne qui s'appelait Narlikar. Je cherchais toujours à approfondir mes connaissances dans ce domaine. Pour moi, c'était quelque chose de prioritaire. Je construisis très tôt une lunette astronomique montée en équatoriale. Je me procurais déjà des cartes perfectionnées de la voûte céleste qu'un érudit proposait à la vente, avec des publications pédagogiques déjà extraordinaires pour l'époque. Un monsieur auquel je vois une grande admiration. Il s'appelait
Paul Madorny. J'ai conservé à ce jour toutes ces cartes et publications. Alors, ce qui s'est produit, c'est que lorsque j'ai commencé à raconter cet épisode vécu à l'âge de 14 ans, ceux qui m'écoutaient m'ont dit parfois « Oh, moi, dans le passé, j'ai vu des trucs bizarres aussi. » Ou alors, dans ma famille, un tel m'a raconté que, etc. Alors, comme j'ai la grande chance de manifester très sincèrement mon intérêt pour l'écoute approfondie de ce qui m'était rapporté, la confiance s'est rapidement installée entre mes interlocuteurs et moi. Et j'ai pu creuser ces témoignages avec la rage et le mordant d'un chien qui a découvert un os à ronger. Mais mon métier et ma nature m'ont doté des outils nécessaires pour que les personnes rencontrées se sentent complètement sécurisées dans la relation qu'ils acceptaient de me confier. Souvent, en m'avouant que c'était la première fois de leur vie qu'ils parvenaient à décrire ce qu'ils avaient vu, rencontré ou subi. Et c'est ainsi que je vais terminer par là aujourd'hui. Tous les témoignages que j'ai pu recueillir, eh bien, vous me croirez ou non, mais c'est la vérité, la stricte vérité. Ces témoignages, je ne les ai jamais sollicités. Et là, à ce niveau-là, je reconnais quand même que ce fait est tout de même un peu mystérieux, assez mystérieux. La suite, au prochain numéro, si vous le voulez bien. Voilà, cette présentation était indispensable pour savoir à qui vous avez affaire et un petit peu connaître les antécédents des personnes. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire une vidéo sur YouTube, vous savez pas qui c'est, vous savez pas d'où il vient. C'est vraiment très important de connaître le contexte. Donc, Monsieur Gérard Desforges, 80 ans bientôt, on lui souhaitera un joyeux anniversaire. Motivez-le, s'il vous plaît, motivez-le, parce que là, c'était que la présentation. Il a plein de choses à raconter, mais juste hallucinantes, je vous le promets. Allez, bye bye.